Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Un Céleste Moment, propulsé par Kiss le podcast. Encore et toujours ici même Céleste Sarah en direct de Dublin. Et aujourd'hui, j'accueille Kaya. Bonjour Kaya, en direct de Genève, n'est-ce pas? Bonjour, oui, exact. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Kaya, s'il te plaît? Que puis-je dire? Je suis quelqu'un de très sérieux. D'accord, Je travaille pour une ONG, j'aime aider le monde. c'est beau. J'aime rire, mais je suis plutôt, ouais, je suis quelqu'un assez sérieuse. Je viens d'un background très strict. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aime bien Netflix and chill, mais surtout chill. Et puis c'est tout, voilà. Ah, j'habite Eh à bien, Genève depuis 8 ans, voilà. et avant de Genève, tu étais où? Avant, j'étais à Paris et puis avant, À Paris. j'étais un peu partout en Asie. Ok, et ben voilà, ravie de t'accueillir parmi nous. Tu viens me parler aujourd'hui d'une expérience que tu as vécue, d'une relation amoureuse euh, un peu différente de ce qu'on peut attendre dans la norme. Tu as été en relation, en couple avec un homme avec qui tu t'es confiné, si je dis pas de Exact. bêtises, pendant, c'était quoi, 2020, 2021? Ouais, 2020. 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre rencontre? Qui était cette personne pour toi? Quand est-ce que c'était? Déjà, je sortais d'une relation de 10 ans Mhm. avec quelqu'un de très gentil et très doux, mais c'est juste qu'on n'avait plus rien en commun, enfin, on voulait des choses différentes. Et puis donc je me suis dit: «Ah, après 10 ans de relation, je vais faire ma single life, YOLO». Mm. Et en fait, c'était un collègue que j'ai rencontré, on se parlait beaucoup. Lui aussi sortait, d'une relation de 13 ans, je pense. Ok, Hem et en fait, on s'entendait vachement bien, un style, complètement différent du mien, ok, et vraiment, vraiment très différent. Ça veut dire que, même, quand on marchait dans la rue, je pense que les gens, ils étaient un peu choqués de nous voir ensemble et ok, ok. donc les auditeurs qui ne savent pas à quoi je ressemble, je suis une petite asiate, alors que le mon collègue, à ce moment-là, vraiment en tête rasée, super, super blanc, limite il ressemble à un skinhead. Ok, ok, ouais. Et puis, mais très sympa, très gentil. Donc, on se parlait, assez souvent, mais peu, c'est-à-dire, 5-10 minutes par jour à la pause clope peut-être. Vous n'étiez Heu, pas collègues directs. non, on était dans le même département, mais pas vraiment collègues directs, je travaillais pas, directement avec lui. Hem, mais voilà, donc, on s'entendait bien et puis un jour on allait prendre un verre, on a parlé un peu de enfin, choses normales quoi, nos ex, notre enfance et voilà. Et Mm. personne très gentille. Mais c'est vrai que quand tu vas boire un verre avec un collègue, soit si ça commence directement à tourner un peu autour de ex, etc., c'est qu'il y a tout de suite une forme d'attirance Exact. quand même Je physique, dois quoi. dire qu'il y avait vraiment une attirance, vraiment très, très importante, quand on s'est rencontrés. Alors, ce que je pensais qui était une attirance, physique, coup de foudre, j'ai appris plus tard que c'était plus, trauma. Ah oui, ok. Ouais, ouais, Je ok. peux te sauver tout de suite. Et ça m'a beaucoup appris de le rencontrer. Vraiment, j'étais vraiment hyper attirée et dès que je l'ai vu, j'ai senti un truc, j'étais vraiment très attachée à lui dès le début. Mhm. Mais voilà, enfin, on vient tellement d'un background différent que bon. Et puis on a commencé à sortir ensemble. Ok. Ça s'est fait naturellement, ça. Ouais. Au Ok. début, j'étais un peu en mode, je suis pas trop, alors moi je dis toujours que je suis pas trop relation et à chaque fois je me retrouve dans des relations assez sérieuses. Ok. Alors je dis toujours: «J'ai pas envie de sortir avec quelqu'un» et puis, bam!
Je suis en couple. Bon, moi, je dis toujours que je suis pas très relation et je finis toujours dans des situations plus que dans des relations. Et ouais, franchement, faut se méfier de ce qu'on dit des fois parce que l'univers nous met des trucs sur notre chemin. Et là, Exact. c'est quelle année là? C'est déjà Là, 2020? oh non, on est en 2019. 2019. Ok. On est en 2019. Non, peut-être fin 2018 ou un truc dans le genre. Ah, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de traces de Covid là pour l'instant. Non, pas de trace de Covid, c'est cool, la vie est belle, c'est Ok. sympa et là, je lui dis: «Bah, ça m'intéresse pas vraiment de rentrer dans une relation parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi» et lui, il me dit: «Franchement, il y a vraiment pas de pression, quoi. Moi, mais j si on sort ensemble, j'ai pas envie de voir, d'autres personnes». Ok. Parce qu'il Donc, il y faut avait quand même savoir un truc exclusivité, quoi. ouais, Ok. hem, de toute façon, moi, je suis hyper stricte, j'ai des règles de nonne. Ok. Ça veut dire que je peux sortir avec quelqu'un et ne pas l'inviter chez moi pendant, les 6 premiers mois faciles. Ça Ok. m'intéresse pas et Ok. on peut se voir, on peut plein de choses, mais mon intimité, c'est vraiment quelque chose que je protège, au grand max et Mais quand tu dis intimité, c'est ton intimité physique et ta sexualité ou c'est parce que chez toi, c'est tes énergies, ta vibe et puis t'as pas envie de polluer ça avec la vibe de quelqu'un d'autre? ouais, c'est ça, c'est chez Ok. moi et même, niveau sexualité, je pense que de dire à un gars d'attendre 2-3 mois, c'est tranquille pour moi, pas de pression. Ouais. Ok. Ouais. C'est Mais bien. je suis cash dès le début, comme ça, il y a personne qui Ouais. a qui Il y a panique des et tout ça, attentes. quoi. Ouais. 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 Voilà. Ouais. Et donc en fait, on se voit et c'est hyper sympa et puis au fur et à mesure, bah, on est en couple, mais on le dit pas au travail parce que en fait, même les gens qui savent un peu qu'on se tourne autour, ils sont hyper, hyper choqués parce Ok. qu'on n'est pas du tout le même style. Ils savent même pas quand je prends des pauses clopes avec lui, pourquoi je lui parle autant et ils sont hyper confus, quoi. Ok. C'est quelqu'un qui est apprécié au travail ou pas trop? Pas trop. Pas trop. Alors que moi, je suis vraiment, genre sérieuse. Ouais. Enfin, tout le monde me connaît comme, la nana qui travaille tout le temps à la machine et cetera Mhm. et puis là, soudainement, ouais, on me voit avec un gars et puis on est assez surpris. Puis moi, je me cache pas trop des choses, donc je dis: «Bah, ouais, je sors avec lui» et puis, souvent quand je l'annonçais, peut-être qu'il y a 2-3 secondes de silence où on me regardait et on fait: «Ah!» Ouais, ils attendent que tu dises non, c'est une blague en fait. Quoi. Voilà, exact, Mais non, exact. elle est sérieuse. Ok. Elle est sérieuse, et je sais pas comment, ouais, il écoute, de la techno hardcore, donc c'est vraiment le look qui va avec et Ouais. vraiment, Ok. différent du mien, quoi. Et toi, t'écoutes quoi comme musique? Alors moi, j'écoute du rap. Voilà. Ok. Voilà. Donc Si vous je savez, peux voilà. si je peux twerker, ça me plaît plus. Donc Voilà, vous c'est êtes pas du de tout 2 le milieux un peu différents. voilà, exact. Et puis, enfin, les gens qui me connaissent, j'ai grandi en faisant du violon et du piano, enfin voilà, quoi. Ok. Donc rien à voir là-dedans. Mais c'est vrai que moi qui te vois à la caméra, tu as vraiment une énergie super douce, super positive et tout. Non pas que les gens qui écoutent de la techno hardcore n'aient pas une énergie positive, mais en tout cas, ils s'accommodent d'avoir l'air Ouais, d'être un peu plus dur, quoi. Donc, exact. ouais, ok. Donc là, Et vous êtes ensemble. Là, vous êtes ensemble. là, on est Ça, il y a combien de ensemble. mois qui se sont passés? Là, on est ensemble, ça va faire 1 an et puis on discute d'emménager ensemble. Ok. Donc Et jusque-là, tout va bien? ouais, jusque-là, tout va bien. Par contre, je commence à réaliser des trucs où tous les samedis, hem, donc tous les samedis, il me dit: «Ouais, je dois aller chercher des médicaments, je dois aller à une pharmacie particulière, parce que j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune». Je lui dis: «OK, Ok. très bien, très bien». À ce moment-là, je voyais une psy, parce que forcément, après une relation de 10 ans, après plein de choses, je voulais un peu, évoluer dans ma vie et là, j'en parle à ma psy et elle me dit: «Ben, il est sous Putain. méthadone». Ouais, bah ouais. Et là, je fais: «Bon, c'est quoi?» Donc pendant ma session, je pose pas plus de questions que ça. Je me dis: «Bon, OK, il est sous méthadone, bah, c'est son histoire, s'il est pas prêt à me le dire, je pose pas plus de questions». Mmh. Déjà, il me dit que tous les samedis, il est vraiment, enfin, il est occupé le matin, OK, fine. Et puis au fur et à mesure, il me parle de son enfance et cetera et là, il arrive que, il vient à Paris avec moi pour rencontrer mes parents. Ça, OK. c'est quand même, la plus belle, rencontre.
je pense que je suis encore très désolée pour ma mère parce que j'ai cru qu'elle allait avoir une crise cardiaque en le voyant. Oh là 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 là. Ouais, c'était un grand pas pour toi, j'imagine, du coup. Oui, Euh, j'introduis pas tout le monde chez moi. Forcément, eux, ils viennent, ils revenaient du bled juste pour un mois. Et là, je fais, j'ai un mois pour l'introduire. Et c'était quand? C'était, je pense que c'était vers peut-être septembre 2019. Ok. Ouais. Donc on vient à Paris et là, je l'introduis à mon frère, à mon père, à ma mère et ma mère le voit et là, je vois, elle dit plus rien et elle est debout et elle tremble. Oh. Mon père, il dit rien, il se pose à table, c'est le père, typique, asiate où il fait, genre: «Tu fais ce que tu veux» et mon Mhm. frère qui est, d'habitude très taquin, qui rigole tout le temps et tout, là, il s'assoit et il dit plus rien. Donc toi, tu as senti que ça allait pas passer, quoi. Ouais et je pense qu'au fond de moi parce qu'en fait donc on disait, «Viens, on emménage ensemble» et on se disait: «On emménage ensemble en octobre». On Ok. avait trouvé un appart et tout, mais au fond de moi, il y a un truc qui me disait genre: «Il faut absolument qu'il rencontre, tes amis et tes parents, heu, hyper vite». Comme Ouais. si j'avais besoin de faire avancer les choses, hyper vite, quoi. J'étais là genre: «Il faut que tu emménages avec lui, il faut que tu» alors Et que tu connaissais j'adore bien tes amis déjà? Ou pas bof. vraiment? Moi je Bof. mélange pas trop, copains et amis. Genre j'aime bien avoir mon monde, j'aime pas quand Ok. tout le monde traîne ensemble, ça me saoule, quoi. Ok. Mais Bon, là, après, pour le c'est dur quand il y a les ruptures, mais ça aide à ouais, avoir une vision, quoi, si un ça, peu, si ça match ou pas. exact. Mais du coup, les amis qui l'ont vu, ils ont tous, genre, 3 secondes de silence et puis, «Ouais, c'est cool» et en fait, tu à la base, moi, j'aimais bien ma vie tranquille dans mon appart et tout, mais je sais pas pourquoi je me suis dit: «Il faut vraiment que j'emménage avec lui, il faut vraiment qu'il rencontre mes parents» et je savais que mes parents, ça allait pas passer, mais c'est comme Mhm. si j'avais envie d'avoir une mini claque, toute seule, juste pour voir. Donc mes parents disent rien du tout. Et puis en fait, il y avait mes neveux et ma nièce et du coup, je dis à ma nièce: «Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit?» et ma nièce, elle a fait: «Bah, grand-mère, elle panique. Ah, purée. Papa, il a rien dit» et je sais pas si tu connais, il y a une série, en France qui s'appelle Les Bracelets rouges Non. et en fait, c'est des Mais enfants j'en ai entendu parler, ouais, ouais, c'est des enfants, qui ont le cancer et donc mon ouais. neveu, la première fois qu'il a vu, il a fait: «Ah, tu ressembles à l'acteur dans Les Bracelets rouges» Oh mon Dieu. C'est horrible. C'est et horrible. Bon, c'est mignon, mais c'est horrible. oui. Et lui, avec toute sa douceur, il sourit, puis il dit rien et ce que j'appréciais, énormément chez lui, c'est qu'il est extrêmement tolérant Mmh. et d'une douceur, extrême et moi là, ce que je cherche chez quelqu'un, c'est de la douceur et vraiment, de la gentillesse. C'est Mmh. c'est les choses, vraiment que le reste, je m'en fous un peu, mais il faut vraiment que les gens soient gentils. Mmh. Hem et donc voilà et puis on emménage ensemble. Tu as Donc parlé on à ta psy, de cette, rencontre avec tes parents? Oui. Et en fait, je viens d'un background où, je fais toujours tout pour mes parents donc elle m'a dit: «Bon bah, si cet homme, te fait du bien, Ouais. pas besoin de penser plus loin. Enfin, si ça te fait du bien et si vraiment, pour l'instant, c'est ce qui te fait plaisir, pourquoi on doit Mmh. planifier pour le futur? Pourquoi on doit avoir on s'en fout en fait, on y va». Mmh mh. Parce Mmh. que moi, je contrôle toujours tout et tout donc là, j'étais un peu dans la découverte. Se laisser vivre. Voilà. Mmh. Voilà. Et donc j'emménage avec lui en octobre et là, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Là, il commence à, pardon, avant de vivre ensemble, là, je lui demande juste, «Est-ce que c'est de la méthadone que tu prends?» OK. Tu avais Lui, quand il même me besoin de le savoir, avant ouais, d'emménager avec lui, ouais. ouais. Donc j'ai googlé un peu, je comprends que c'est un truc lié à l'addiction, mais je regarde pas plus et il me dit, et c'est vraiment bizarre parce que tu Confiance, vois, toi, ouais, moi, j'ai toujours confiance, dans les gens. Et je pars du fait que tant qu'on m'a pas prouvé le contraire, il y a pas de jugement à avoir. hein. Mmh mh. Mmh. Mais, enfin, C'est des très bonnes valeurs. bon C'est des ben, très bonnes c'est des très bonnes valeurs, mais c'est vrai que, ben, ça peut, des fois, c'est aussi bien de savoir dans quoi on met les pieds, ouais. quoi. Mais maintenant que j'y pense, je me dis franchement inconsciemment, j'avais besoin de ça. OK. Vraiment, parce que sinon j'aurais jamais appris ma leçon, n'est-ce pas? Quand Heu, tu lui demandes, il te dit oui?
Ouais, il m'a dit: «Oui, je prends de la OK. méthadone, j'ai une addiction, ça fait des années et ça fait depuis que je suis ado Oh waouh. et en fait, j'en reprends plus parce que je suis Mmh. sous médoc et donc voilà». OK. Donc je lui dis: «OK, sache que je viens pas de ce monde-là, moi j'y connais rien, le plus gros que j'ai fait, c'est de la weed, Mmh. et je te fais confiance si tu sous traitement. Tout ce que je te demande, c'est que si tu retombes dans ton addiction, parce que je sais que c'est quelque chose qui est quand même très fort, Mmh. c'est de me le dire. Ça veut Mmh. dire que moi, je pars du fait que si, je viens pas de ce domaine-là et que je me mets en couple avec toi et que je suis prête à t'accepter, c'est que c'est une marque de confiance, c'est une marque d'amour et je m'attends à ce que la personne rende, cette Mmh. confiance et cet amour. Mmh. Mais bon. Et je C'est suis pas sûre toujours qu'à ce comme ça. moment non et je suis sûre qu'à ce moment-là, il pensait aussi, que c'était possible. Donc on a emménagé ensemble, il était hyper heureux, il me disait qu'il était trop heureux de pouvoir en parler avec moi et qu'on ait une vie de dingue. Alors il faut savoir qu'il avait quand même heu, un job, assez bien placé. Mmh. C'est pas tout n'importe qui peut le faire, Mmh. et qu'on a pris un appart de dingue quoi, un Donc on duplex, n'est pas dans le cliché, de l'addict, un peu, «cassos» entre guillemets, non, qui galère à avoir un job et non, non, cetera quoi. C'est un non, gars non. qui est en place dans sa vie quoi. Ouais et on vivait dans un duplex donc Mmh. encore une fois, pas beaucoup de gens peuvent se le permettre, même si on est 2, c'est quand même, un Oui, oui, oui. c'est quand même conséquent. Donc on voilà, octobre, c'est cool et là, en fait, je remarque que dans la nuit, il disparaît 2 ou 3 heures. Genre, il va se réveiller, il va me dire: «J'arrive pas à dormir» et en fait, il a toujours eu du sommeil, enfin du des problèmes pour dormir et j'ai toujours remarqué ça et moi, je suis une insomniaque à la base donc si tu dors pas à côté de moi, je m'en fous, ça me dérange pas mais du coup, je te regarde, tu vois? Genre Mmh mh. et il a toujours, eu un sommeil très, très particulier. Ça veut dire que pendant qu'il dort, il se levait et il dormait Mmh. assis, en fait et même si tu lui parles, il t'entend pas, donc c'est comme s'il somnolait un peu. OK. Donc j'ai toujours fait très attention. Je lui ai toujours à un moment donné, on s'est dit: «Bon, bah, viens, on va peut-être, analyser ton sommeil». Donc on a pris rendez-vous dans une clinique spécialisée pour checker son sommeil. Mmh mh. J'ai vu un deuxième effet de la side effect de la méthadone, c'est, un sommeil très, particulier, donc ça Mmh. dérange beaucoup de son sommeil. Donc je me suis dit: «OK, ça fait partie de sa vie, c'est comme ça» et donc là commencent les nuits où il disparaît pendant des heures, Mais tu lui demandes où pas où il va? si, je lui dis: «Qu'est-ce que tu fais?» Il me fait: «Ah, je suis juste dehors, je prends l'air un peu, tu sais, je suis un peu stressé à cause du taf et cetera». Mmh. Là, on invite des amis, pour manger, des amis, des collègues donc. Lui, il me dit: «Je vais jeter la poubelle». Le mec, il disparaît 2 heures Waouh! et je me dis: là, je commence à me dire: il y a un truc qui va Et pas» ouais. et encore une fois, il me dit qu'il est hyper stressé et de plus en plus, il commence à me raconter sa jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé, comment il est rentré dans la drogue Mmh. et voilà. Donc je me dis, bien évidemment: «Oh, c'est génial, on est de plus en plus proches». Il commence à me raconter des Mmh mh. choses, il s'ouvre, Il a il a confiance en confiance en moi. moi. Ouais, ouais, c'est Je suis si génial. chanceuse, enfin, Ouais, ton ouais. ego, il est genre au summum, il est voilà, trop heureuse, Mmh. gna 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 et puis un jour, je me dis: «C'est chelou, il revient pas, donc je vais le suivre». Mais attends, quand, il part avec et il y a vos collègues à la maison et tout, il sort la poubelle, les collègues sont encore là? Ouais, ils sont encore C'est la là, honte, hein. ouais, c'est la Ça honte et ça, c'est un surtout, moi, moment encore une fois, je mélange pas, amis, collègues, copains et tout. Maintenant, on était tous assez proches et donc je me dis: «Bon, bah, c'est cool» et c'est là, ça commence à me faire chier, tu vois? Donc là, je commence à me dire: «C'est hyper chelou». Que tu disparaisses dans la nuit, OK, mais que tu disparaisses quand il est 10 heures du soir, il y a un truc qui est trop chelou, quoi mmh mh. et donc je lui pose des questions, mais il me répond pas tout à fait, voilà, donc je me dis: «Bon, tu sais quoi? Moi aussi, je vais commencer à marcher, à 2 heures du matin, comme toi». Donc là, j'ai emménagé donc en octobre. Mmh mh. Novembre, ça commence à être, beaucoup, beaucoup de nuits où c'est chelou et là, il se passe le jour où il devait faire un test,
pour son sommeil à la clinique. Il m'écrit, il me dit: «Je peux pas rester dans la clinique, ça me rappelle trop, mon enfance, donc je suis parti voir un ami. Je reviendrai ce soir». OK. Il revient à 4 heures du matin et là, en fait, je réalise que, heu, il me dit: «J'ai pris des somnifères», donc je suis un peu à l'ouest. OK. Donc les somnifères qu'il prend, je sais pas si c'est Dormicum. OK, moi je connais pas, je suis vraiment, pour ça, je pense que je suis une bleue, j'ai aucune idée sur, les des drogues, des médicaments. J'ai jamais pris un somnifère de ma vie, donc je sais pas si c'est fort ou pas ou quoi. C'est la pire chose que j'ai jamais vue, enfin je c'est vraiment horrible, quoi. C'est un somnifère qui est que par prescription et donc il me dit: «Ouais, OK. j'ai pris, la moitié d'un Dormicum et là je vais en reprendre une autre moitié». Donc je vois le prendre le Dormicum et je sais un Dormicum ça ne se donne, que, par ordonnance. Et là, OK. pendant qu'il me parle, il est debout, il me parle, il s'endort debout devant moi. Et là, je me OK. dis: «Putain, j'ai jamais vu quelqu'un dormir debout». C'est vraiment comme un zombie. Il est en train de te parler, il est en train de marcher et là, il s'arrête et ça Et il s'éteint. dort. Ouais. Donc je vois ça, je me dis: «Putain, je suis où?» Donc je le mets au lit. À ce moment-là, je suis là: «Ah, il a pris des Dormicum, il est stressé en ce moment, OK». Je le mets au lit et après il se réveille et il parle de choses, il marmonne et je comprends pas trop et donc comme je disais au début, il se rasait tout le temps la tête, presque tous les 2 jours Mmh. et donc là, il décide de se raser la tête et il se rase les sourcils aussi. Bah, là, je peux te dire que j'ai flippé. Mais tu sais, je suis re-rentrée dans les toilettes et là, je le vois et il y a un truc qui est différent, Ouais, mais je tu n'arrive sais pas à tu sais savoir pas ce ce que que c'est. c'est, ouais. Et là, je me dis: «Oh non, tu as pas fait ça, putain». Mais il s'est rendu compte qu'il l'a fait? Ah, sur le coup, non. En fait, c'est qu'après que j'ai réalisé que sous Dormicum, en fait, tu as pas du tout conscience de ce qui se passe. C'est comme si tu étais en train de rêver et il y a que les gens externes qui voient que tu bouges, quoi. Donc le lendemain, il se réveille, il se regarde dans le miroir, il fait: «Ma Mmh mh. chérie, il s'est passé quoi?» Et moi, je suis là genre: «Pardon» et là encore, j'arrive pas à le regarder tellement il me fait peur. Genre, il me fait trop peur, donc j'arrive pas à le regarder. Je lui dis: «Bah, écoute, tu as pris un Dormicum, comment ça se fait que déjà tu as annulé la clinique? Ça nous a mis des mois à avoir un rendez-vous. Tu y vas pas et tu sors et tu prends un Dormicum, enfin, c'est n'importe quoi». Bref, on passe à autre chose. Donc pareil, je et là, de plus en plus, je sens qu'il est stressé et de plus en plus, il me parle de son enfance et il me parle à quel point il y a un soir, on décide de passer du temps ensemble et là, il me raconte vraiment, ce que c'est d'être un addict. Donc il me dit, «Quand tu prends de la drogue, en fait, tu pourrais vendre ta mère, quoi. Mmh. Il y a tu arrives dans un monde où tu comprends plus rien ce qui se passe autour de toi, tu pourrais vendre tout le monde, tu pourrais brûler ta maison juste pour avoir une dose». Lui, il prenait de l'héroïne? Ouais, elle prenait de l'héroïne. Il l'injectait, il la fumait? Il a fumé. Il la fumait, OK. Il a fumé et il a commencé, très, très jeune, OK, introduit par son père. nice. Oui. Son père qu'il a pas connu à la naissance d'ailleurs, qu'il a connu, que bien plus tard, donc c'est encore mieux. Ouais, ouais, ouais. OK. Et là, il m'explique, comment même un jour sa mère qui a essayé de l'enfermer dans une chambre, donc pour le sevrer, a dû aller chercher une dose pour lui tellement c'était affreux et tellement il en souffrait, du manque, en fait. Ah ouais, ouais. Donc il me raconte des choses qui sont ultra touchantes et là, mon corps il s'est dit c'est arrivé que 2 fois dans ma vie où quelqu'un me raconte quelque chose très en détail et à chaque fois qu'il me le raconte, c'est parce qu'ils l'ont refait Mmh. ou c'est parce ils ont fait un truc où ils s'en veulent, quoi. Mmh mh, mmh. Oui, j'allais te poser la question, est-ce que tu avais l'impression, est-ce que tu as commencé, parce que d'abord il est resté secret. Moi je peux comprendre ça, de, d'aimer beaucoup quelqu'un et où tu te rends compte que cette personne, elle a des secrets, elle a un passé, tu as Mmh. pas envie de la brusquer dans son passé. Tu te dis: «Il va m'en parler quand il sera prêt» et cetera, donc tu veux pas le secouer et trop en savoir. Donc au début, quand tu en sais plus, tu es contente. Mmh. Mais à un moment, est-ce que tu te rends compte, enfin, est-ce que tu as cette impression qu'il essaye de trouver des justificatifs à peut-être son attitude en mode: «OK, à un moment, elle va découvrir que j'en reprends»? Pour l'instant, non. OK, Vraiment, il était tellement déjà, il a des problèmes de santé qui sont juste incroyables, pneumonie à gogo, il a un rein qui lui manque, enfin genre OK, le OK, mec, mince. tu vois, il souffre quoi, en Ouais, général. ouais.
Ouais. Et vraiment, moi, je partais du fait que la dose, c'était la méthadone qui vraiment détruisait son corps, en fait. Mais Ouais. il est dépendant jusqu'à un certain temps. C'est pas à vie, mais c'est quand même assez longtemps comme traitement. Mmh. Et en fait, enfin, pour que ceux qui ne savent pas, la méthadone, ça aide vraiment à ne pas souffrir du manque d'héroïne. Donc, c'est vraiment comme un remplacement pour l'héroïne. Et c'est Mmh. l'héroïne est la seule drogue qui a vraiment un médicament pour aider. Mmh. Donc, ouais, donc là et un jour, donc là, quand il me raconte un peu plus en détail, je me dis: la dernière fois que j'ai eu ce sentiment, c'est quand quelqu'un m'avait dit, enfin, mon ex m'avait dit, il m'a raconté une soirée vraiment trop en détail, tout ça pour que je sache qu'il a embrassé une nana pendant cette soirée-là. Et OK. j'ai ressenti la même chose. Je me suis dit: Il y a il un y a quelque truc. chose. Mmh. Mais bien évidemment, quand tu es dans un truc comme ça, qu'est-ce que tu en sais si c'est ton intuition ou autre, tu vois? Enfin, il se Mmh. Ou passe si tu tellement de choses dans ton paranoïes. bah oui, on t'en C'est sait rien. Et là, le lendemain, il me dit: «Écoute, j'ai regardé pour les traitements et il y a un nouveau traitement qui est sorti et j'aimerais bien demander, donc au centre, ça s'appelle le Caparv, si je suis éligible». Et ce médicament, c'est quoi? En fait, au lieu de te donner un médicament, tu peux commencer à t'injecter. Et c'est quelque chose qui marche très bien. C'est un parce que c'est traitement le geste de ouais, l'injection voilà, qui exact. te et c'est quoi? C'est du placebo aussi des fois ou pas Non, forcément? je suis pas sûre que ce soit un placebo, mais c'est vraiment un médicament qui est assez fort et qui t'aide, à ne pas être malade. Ouais. C'est toujours ça, hein, c'est pour pas être malade. Et puis, là, il me dit le mouvement enfin le fait, d'injecter et tout, ça commence à m'appeler et je sens que ça commence à m'attirer et j'ai besoin de quelque chose de plus fort. Donc j'aimerais bien, OK. essayer le nouveau traitement. OK. Moi, je me dis: «Écoute, il est dans un centre. Le centre, il y a des médecins. S'il en parle aux médecins et si des professionnels décident que c'est le bon truc, OK». Sachant que tout le monde ne peut pas s'enregistrer à ce genre de choses. Il faut quand même que tu sois une personne de confiance. En plus, lui, il a un travail. Ça fait plusieurs années qu'il a un travail. Mmh. C'est pas quelqu'un, qui sait pas se gérer et qui s'étale, tous les week-ends. Donc, Mmh. voilà. Du coup, on lui dit oui On lui pour dit ce oui, traitement? OK. mais, c'est beaucoup plus strict. Il faut qu'il aille, donc tous les soirs. Waouh! C'est des doses tous les soirs au lieu de te donner, tes 5 doses, enfin tes 7 doses, tous les week-ends. OK. Déjà qu'on lui donne, 7 doses, d'un coup, 1 fois par semaine, c'est déjà énorme. Il y a très peu Mmh. de gens, qui ont le droit de faire ça. Mmh. Et là, comme il change de type de médicament, bah, il y va chaque semaine et au lieu d'aller en pharmacie, il va vraiment au centre d'addictologie. OK. Donc je me dis: «Écoute, il a les pros, c'est cool, fine». Là, je pars, à Noël, à Paris et lui, il est venu à Noël avec moi 2 3 jours et après, putain, on est vraiment trop bêtes. Donc en fait, Mmh. il est hyper pâle et donc Mmh. juste avant d'aller manger à Noël, comme je savais que ma mère, elle était là genre: «Oh mon Dieu, c'est un malade», Mmh. hem, je lui ai dit: «Il faut» je lui ai dit: «Il faut que tu portes quand même une chemise où on voit tes veines, comme ça ils savent que tu te shootes pas Mmh. et aussi ce serait cool qu'on passe à Sephora pour te mettre un peu de fond de teint». Oh là 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 là. Et moi, je suis plutôt cash, tu vois? Je me dis, enfin, tu sais que tu es pâle, tu sais que même dans la rue, quand les gens nous regardent, ils se disent, soit moi je suis aveugle, soit lui il est aveugle. Enfin, tout le monde est choqué, par notre relation Ouais. donc viens, on va à Sephora. Donc on va à Sephora. La nana de Sephora, elle est trop drôle parce qu'elle nous regarde, elle fait: «Ah, c'est la première rencontre avec les parents. En plus, vous êtes pas de la même culture et tout, ça doit être trop difficile». Et là, elle lui met du fond de teint, mais il est tellement, tellement pâle que aucun fond de teint peut aider, tu vois? C'est et puis il a la peau hyper fine, Aïe, donc aïe, aïe, c'est aïe. cramé direct, mais bon, à ce moment-là, on fait ce qu'on peut et puis c'est mieux que tu sais, la luisance de sa peau, quoi. Ça me tue. Et donc on passe Noël ensemble et puis il rentre plus tôt. Et puis moi, je rentre, juste pour le jour de l'an et en rentrant, là, je vois, il me dit qu'il n'arrive pas à bouger, et qu'il a super mal, à la jambe et je vois que sa jambe, elle est ultra gonflée, quoi. Ultra, ultra gonflée et là, je me dis: «Putain, c'est quoi ce truc?» Et je lui dis: «Il faut que tu ailles à l'hôpital». Il fait: «Non, non, non» et je parle à ma cousine et on pense que c'est, une veine, qui s'est coincée et cetera et Et je suis hyper ta cousine, elle est dans les soins?
Ouais, elle est médecin et puis elle m'a dit: «Ouais, il Elle faut est qu'il aille voir et tout, ça se trouve il va avoir une crise cardiaque et tout». Puis là, genre: «Non, non, je sais ce que c'est, t'inquiète pas et tout, je vais juste dormir». Et là, à partir de là aussi, vient une nouvelle phase, de petites choses, c'est que quand je vais rentrer du boulot le soir, je vais le voir assis et s'endormir juste, devant son plat ou devant OK. la table, la table basse et il me dit que c'est juste qu'ils ont pas encore réussi à doser, ses médocs. Du coup, c'est un peu plus compliqué de Est-ce gérer, que est-ce que tes amis proches, ta famille, ils savent pas que c'est un addict? non, Et tes amis proches, tu as quelqu'un avec qui tu en parles? non, non, Tu non. en parles avec ta psy? J'en parle, à ce moment-là, j'arrête de voir ma psy d'ailleurs OK, et j'en parle avec personne. OK. J'en parle avec une meilleure amie où je me dis: «Putain, je trouve que c'est un peu chelou, déjà ça m'a hyper énervée, quand il a pris le dormicum. Là, je vois qu'il s'endort et en fait, même non, c'est même pas que j'en parle pas aux gens, c'est que je prends des photos de lui en train de dormir et là je fais: «Il est fatigué» et j'envoie ça à genre des groupes d'amis, tu vois? Mmh. Et ça me tu sais, ça au début, ça me fait rire, quoi. Mais bon, tout me fait rire donc il faudrait peut-être que je revoie mes trucs. Bon après des fois c'est plus facile mieux vaut en rire qu'en pleurer, tu vois? Exact, Donc exact. puis tu te dis peut-être aussi inconsciemment, bon, s'ils sont déjà tous préparés au fait qu'ils s'endorment n'importe comment, un jour ils seront à la maison, il va s'endormir, tout le monde pensera que Exact. c'est normal. Voilà. Personne va se poser de questions. Donc voilà, il commence à s'endormir et puis il redisparaît pendant la nuit et cetera et puis un jour, il rentre à la maison et il pleure. Il est hyper stressé et il me dit que ça va pas et là, je lui dis: «Va voir ton médecin. Je pense que ça fait plusieurs semaines, mois que tu ne dors pas et donc tu es très anxieux donc à mon avis, je pense que tu fais un truc comme un burn-out, va voir ton médecin». Ça, c'était le matin. Le soir, je rentre. Quand je rentre, je me dis: il est bizarre» et donc pendant qu'il me raconte et qu'il pleure, il s'endort Oh, et là, je regarde, je fais: «Qu'est-ce que tu as pris?» Et là, il me dit: «Des Xanax» et OK. je lui dis: «Comment ça?» Il m'a fait: «Bah, je suis allée voir mon médecin» et donc il se rendort, après il se réveille et il me dit: «Le médecin m'a donné, une boîte de Xanax et il m'a mis en arrêt jusqu'à lundi». Donc sachant qu'on est jeudi soir, quoi. OK. Bon. Là, je me dis là, dans ma tête, je me dis: «C'est ton médecin traitant, il sait que tu es sous méthadone, il va te donner un pot de Xanax, il sait que tu étais addict, il t'a donné combien de Xanax et il t'a mis en arrêt genre 4 jours. C'est quoi ce truc?» Et là, il me dit: «Il m'a donné 30 Xanax». Je lui dis: «Ils sont où?» Et Il là, les il a me tous regarde. Ouais, il les a tous pris d'un coup. 30 Xanax, je sais pas, en fait, et à ce moment-là, il faisait mon poids. Donc, à ce moment-là, je pesais genre peut-être 48 kilos. Putain. 48 kilos sur un corps de, enfin, 30 Xanax sur 48 kilos, c'est, non, 53. 53 kilos, c'est vraiment officiel, mais c'est un homme, donc il est plus grand, Ouais, voilà. ouais, bien sûr et ça l'effet visuel est pas du tout, Ouais, le même et sans oh waouh, 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 waouh. Plus 30 doublé Xanax. de du traitement, Exact et on t'apprend, très tôt et puis dans les films et tout ça, c'est que quand tu prends des traitements, tu peux pas aller à l'hôpital parce que si on te pompe le ventre et ben, il y a ton traitement qui part et qu'est-ce qu'on fait après, tu vois? Donc là, mmh, je le regarde et je vois qu'il a pas besoin d'aller à l'hôpital. Il me dit: «Je vais juste aller me coucher». Donc tout ça pour, aussi expliquer que 30 Xanax, ça lui a rien fait à part lui faire dormir, quoi. mmh, C'est à quel point la méthadone ou le taux d'héroïne qu'il prenait avant, c'était super élevé mmh et mh. moi, j'en savais rien. J'étais là genre: «OK, il prend de l'héroïne». Je sais pas c'est quoi la dose haute et cetera. Bon, j'ai su après que c'était une des doses les plus élevées, mais OK. Donc 30 Xanax, il va au lit et puis pendant qu'il va au lit, moi j'enlève ses chaussettes, j'enlève, ses vêtements et en enlevant ses chaussettes, je vois 2 sachets qui tombent sur le lit. Les 2 sachets que je google, hein. Pour voir à quoi ça ressemble, Oui. Alors, quand tu googles, en général, tu trouves toujours, plein d'informations, mais quand tu googles «un jour de panique», tu trouves des informations vraiment très particulières. mmh mh, mmh mh. Donc je découvre qu'il y a un sachet de cocaïne OK, et je découvre qu'il y a un sachet d'héroïne, qui ressemble à du sucre brun. Pour tous ceux qui veulent savoir, l'héroïne OK, ressemble à du sucre brun. OK. Ah bah, j'avais aucune idée, tu vois? Oui, moi non plus. Et puis là, je me retrouve sur un site où, je je pose des questions et j'envoie des photos et c'est un chat, tu vois? Genre, c'est un site, je sais pas c'est quoi comme site, j'envoie juste un chat, je vais: «Excusez-moi, j'ai besoin d'aide, je suis avec quelqu'un et je pense qu'il prend de l'héroïne. Est-ce que vous pouvez me confirmer, l'information?» C'est un site américain.
on me confirme l'information. Je décide de regarder dans son sac à dos et là, je vois quoi? Plein de papier alu Mmh. et là, je fais: «Et c'est quoi tout ça?» Et donc je dis rien et dans les films, souvent, tu vois les nanas hyper vénères, jeter la drogue dans les toilettes Ouais. ou j'en sais rien et là, tout ce que je me suis dit, c'est: «Je garde, je le cache, mais je vais pas le jeter parce que je sais pas comment il va être quand il va se réveiller». Mmh. Donc j'attends qu'il se réveille, 5 heures plus tard. Je ne dors pas et quand il se réveille, la première chose qu'il voit, c'est, ses pieds. Qu'il a plus de chaussettes. Ouais, il a plus de chaussettes. Il se retourne et là, il me dit: «Elle est où ma cam?» Et là, je regarde, je fais: «Je sais pas» et il me dit: «Elle est où ma cam?» Il commence à être vénère, mais encore une fois, même quand il est vénère, on a l'impression qu'il sait pas s'énerver. C'est-à-dire que dans toute sa douceur, il est là genre: «Elle est où?» Il me fait: «Putain, tu me rappelles ma mère, tu es comme elle, tu as envie de m'enfermer, tu as envie de me voler mon truc, elle est où, elle est où, elle est où?» Et là, je lui dis: «Tu je peux pas te la rendre, je peux vraiment pas te la rendre, je l'ai jetée dans les toilettes» et dès que j'ai dit que je l'ai jetée dans les toilettes, là, c'est comme si, on lui avait volé son enfant ou quelque chose comme ça, quoi. Et il Putain. commence à pleurer et il commence à me dire: «Non, pourquoi tu as fait ça?» Il me fait: «Mais de toute façon, tu es bête, tu la jettes, tu crois que je peux pas aller en acheter?» Et je sais plus trop ce qui s'est passé, mais je lui rends et là, il se passe un truc, je pense que j'oublierai jamais, c'est son regard qui a complètement changé. Donc en fait, la première fois qu'il me suppliait, ça ressemblait à, vraiment un chien battu et ensuite quand je lui ai donné, c'était un espèce de soulagement, mais même, quand tu regardais dans ses yeux, tu avais l'impression qu'il avait atteint le paradis, tu vois? Mmh. C'était vraiment très particulier. Et puis il a commencé à la cocaïne, moi je pensais qu'il allait la sniffer. Non, il a sorti une cuillère, il a sorti un feu et là il commence à brûler sa cocaïne Putain. et là il me Devant dit toi? ouais, ouais, devant moi, alors que tout ce temps-là, il le cachait. C'est pour ça que je te dis que j'ai vu un soulagement que j'ai jamais vu dans ma vie et il allume, enfin son feu et il me regarde, il fait: «Tu vois, tu me dis que je cuisine jamais, je suis en train de cuisiner». Oh putain, quel bâtard. Et en fait, quand il te le dit, tu déjà, moi je suis là genre: «On est où? Vraiment, on est où?» Et en fait, c'est tellement choquant que tu sais pas ce qui se passe et il me dit: «Tu vois, je cuisine». Il fume le truc et là, il s'étale sur le canapé et en fait, je l'ai plus jamais revu, quoi. Enfin, ça veut dire que enfin, il est pas mort, hein, mais ce jour-là, je pense que j'ai dû faire un deuil parce que j'ai plus jamais revu le même regard, sur lui. En fait, Mmh. à chaque fois que je l'ai regardé, chaque fois que je lui parlais, c'était plus du tout lui. Donc en Mmh. fait, c'est comme s'il était soulagé de plus avoir à mentir Mmh. et tout simplement, soulagé de pouvoir enfin, être, lui-même. Mmh. Donc là, vous êtes encore ensemble, vous Ouais, habitez ouais. encore ensemble. Toi, tu prends aucune décision? Là, on est janvier, Le donc le Covid arrive. oui et moi, j'ai pas capté que le covid arrivait, donc c'est mes collègues, qui m'ont dit que le covid moi, j'étais tellement dans mon truc, donc à partir de là, se passent des soirs où, il disparaît, donc moi, je le suis dans la rue pour savoir où il est et cetera. Je sais toujours pas où il prend, sa drogue. Se passent des journées où je rentre du travail et en fait, il m'ouvre pas la porte. Il laisse la clé dans la porte, donc je peux pas ouvrir la porte. Je peux pas appeler les flics parce que je sais combien ça coûte pour défoncer une porte. Mmh. Hem, je peux appeler personne et il commence à avoir des crises, de schizophrénie. Et donc par moments, il me reconnaît plus, il pense qu'il y a des gens dans la maison et en fait, je suis au bureau, je cours à la maison parce qu'il m'appelle en panique en me disant qu'il y a des gens qui le suivent et il commence à avoir, tous les souvenirs qu'il a eus dans le passé qui reviennent et donc il a du Lui, PTSD. il continue de travailler? Ouais, OK. continue de travailler, son médecin traitant, c'est de la merde. J'appelle mon médecin traitant et je lui dis: «Écoutez, voilà, j'ai une situation, c'est mon mec, il a son médecin traitant ne veut pas lui donner d'arrêt maladie. Je pense que c'est une erreur. Voici ce qu'il est en train de vivre. Il est déjà sous médoc par le centre, d'addictologie. Là, mon médecin, il fait: «Je peux que le mettre en arrêt, mais je ne peux Mmh. pas lui donner de médicaments parce que je ne connais pas son passé». Mmh.
Et donc il a été exceptionnel. Il a appelé le centre lui a parlé, ils se sont tous mis d'accord sur quoi faire, et cetera. Mmh. Et entre-temps, le centre, m'appelle et me dit: «Venez, on a besoin de vous parler». Donc je viens, je suis dans la salle avec, ses médecins traitants, je suis dans la salle avec son infirmière, je suis dans la salle avec lui et là, ils me disent, «Bah, c'est super ce que vous faites pour lui, c'est génial, vous êtes très, très forte, vous comprenez un peu, ça se voit que vous comprenez, la psychologie des gens, ça se voit que vous êtes quelqu'un qui vraiment, vous avez tout ce que vous avez fait, c'est bien». Et j'en sors, je suis là genre: «Quoi? J'ai pas C'est compris». c'est quoi le but derrière ça? Et moi, au début, je pensais qu'il voulait savoir si j'allais bien ou un truc comme ça et genre, je suis hyper confuse, j'en parle à ma psy, là, je rappelle ma psy et je me dis: «C'est trop bizarre» et ma psy, elle m'a dit: «Non, non, mais ça, c'est pas possible parce que du coup, toute la responsabilité est sur toi, en fait. Ben ouais. Soudainement, tu sors et c'est toi qui dois s'occuper de lui» et cetera. Donc là, les crises commencent à devenir de plus en plus violentes. On le met en arrêt maladie. Moi, j'appelle, le centre et je leur dis: «Écoute» et tous les jours, je vais au centre avec lui, pour être sûre qu'il y va. Parce qu'il y a des jours où il a pas envie d'y aller, mais s'il y Mais va pas, il a pas est-ce que c'est forcément un problème si, il continue de prendre le traitement et qu'il continue de se droguer à côté? oui, bien sûr. OK. Mais le fait qu'il y aille tous les jours, ça l'aide à ne pas, prendre, la dose et c'est quelqu'un de très, très, OK. très intelligent et qui sait exactement combien il y a de doses dans son corps. Moi, je pensais que le plus gros risque, c'était l'overdose, mais non. OK. Il est vraiment très conscient de ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, il va jouer avec le feu, c'est-à-dire qu'il va maximiser ses doses, mais il est au courant. OK. Et en fait, le problème, c'est que dans le centre, si tu loupes, 3 rendez-vous, après tu es hors du programme et Mmh. tu as plus de chance, quoi. Mmh mh. Donc tous les jours, je le forçais. Il y avait des jours, il avait pas envie d'y aller et il m ouais, il imaginait des gens et cetera et donc à un moment donné, j'appelle le centre et je leur dis: «Écoutez, moi, je vais déménager, en fait. Je peux pas rester dans cette maison. Je vous préviens et je vous préviens pour que vous puissiez mettre, au courant la psy et cetera, parce que sinon c'est pas possible» Mmh. et donc du coup, eux me disent, «Mais non, il Faites est en pas ça. faites pas ça, il est en si bonne voie de guérison, et c'est tellement rare qu'on ait des conjoints qui comprennent, et qui est là pour lui. En plus, il a C'est pas de vraiment des connards. famille». Ouais et franchement, mais en même temps, je les comprends parce qu'ils ont et moi, j'en vois un, ils en voient 1000, par jour, quoi. Ouais, ouais. Et tu sais, ils voient débouler des gens, toute la journée et là, arrive le covid. Et vraiment, j'ai pas vu venir le truc. Moi, je suis sortie du boulot, les gens, ils font: «Lan, pourquoi tu prends pas ton PC?» et je suis là genre: «Pourquoi je dois prendre mon PC?» et on me fait: «Bah, il y a une pandémie mondiale». «Ah bon?» Aucune idée. Putain. Aucune idée parce que je suis genre, ouais, je fais que courir, je fais que faire en sorte que je puisse ouvrir la porte et cetera, faire en sorte qu'il est vivant et puis, le covid, c'est quoi? C'est, heureusement qu'on a un duplex donc lui habite, en haut, il se drogue en haut et moi je reste en bas. Je cherche quand même bah, le premier mois, 2 premiers mois de confinement forcément, j'ai hyper peur d'avoir le covid parce que si lui il a le covid, c'est sûr qu'il meurt. Mmh. Son ouais, il est faible, quoi Mmh. et je commence à le suivre le soir donc et là, je découvre qu'il se drogue, dans notre, cave Mmh. et je pense que la pire chose, c'était de voir la cave en feu et que je n'avais pas les clés pour y accéder Il et a je mis le pense feu à la cave? ouais, il s'est endormi, pendant qu'il faisait de l'héro et du crack en même temps et il y avait du feu dans la cave et je voyais le f genre les flammes. Et à ce moment-là, je pouvais ni appeler l'ambulance parce que j'étais là genre: «Est-ce que j'appelle l'ambulance?» Enfin, je sais pas, il y a il c'est vraiment con quand tu en parles, des gens ils font: «Bah oui, tu appelles l'ambulance», mais en fait, non. Mmh. Tu il y a plein de fois où tu dis: «Est-ce qu'il est mort derrière la porte de chez moi? Est-ce que je défonce la porte ou non?» et en fait non, il est pas mort et je pense au fur et à mesure, tu comprends que quand une personne ne répond pas à tes appels pendant 4 heures, c'est pas qu'il est décédé, c'est qu'il est vraiment en train de se droguer et qu'il s'est endormi. Quand tu vois, les flammes, dans le building et tu dis: «Oh mon Dieu, tous les gens dedans vont mourir». En fait, en criant, je l'entendais, murmurer Mmh. et en fait, dans les caves souvent il y a du sable. C'est le Mmh. sable, qui a arrêté, la propagation, du feu et des flammes. Putain. Et puis donc il m'a toujours caché les clés de la cave
Et un jour, pendant qu'il dormait, je les ai prises. Et en rentrant dans la cave, je vois une boîte Ikea. Je sais pas si vous voyez les grosses, grosses boîtes Ikea où tu mets genre des boîtes à chaussures ou n'importe, des trucs Ouais, ouais. de storage. Et dedans, je pense qu'il y avait une dizaine de boîtes de Dormicom. Il y avait des pipes, je sais pas combien de papier d'alu, des cuillères, des genre peut-être 80, comment ça s'appelle, briquets dedans. Putain. Et là, je me dis, ah ouais. Il a son Et petit labo en fait en ouais, bas, quoi. il a son petit labo en bas. Et puis, je commence à voir des bières dans les couloirs de l'appartement, enfin dans les couloirs du bâtiment, etc. Il y a le concierge qui commence à me regarder de travers et qui commence à écrire dans l'ascenseur qu'il y a des activités liées à la drogue dans le building. Sachant que moi, j'ai des collègues qui vivent dans le même building que moi. Donc là, je commence à me dire, putain, là, ça commence à se savoir. Entre-temps, ces crises schizophréniques sont de plus en plus graves. Il ne va plus il va plus vraiment à la clinique. Et se passe un jour où vraiment il disparaît. Il m'envoie juste un message où il me dit je vais tuer le concierge. Et là, je panique, j'ai pas les clés, j'ai rien. Là, j'attends 8 heures du matin, sachant qu'il m'a dit ça à 4 heures du matin. À 8 heures du matin, je sais que ma collègue habite dans le bâtiment, donc je sonne chez elle et je lui dis: «Je suis désolée, j'ai perdu mes clés de la cave, est-ce que tu pourrais me prêter les tiennes?» Là, je rentre dans la cave et en fait, je vois qu'il est complètement coincé dedans avec, la gueule, avec plein de cendres et tout et complètement, défoncé. Et là, voilà. Donc en fait, pendant tout ce temps-là, pendant le covid, il a jamais été violent, il a jamais été méchant, mais j'ai jamais vu autant de désespoir, dans un humain, enfin, Mais dans votre ma vie. relation, depuis, du coup, le moment où tu as découvert, la cam, dans ses chaussettes, vous avez plus une relation de «couple» entre Non, guillemets? non, Toi, tu es son assistante, ouais, sociale, quoi. ouais, ouais. Vous avez plus de tendresse, Non, non, de non, rapport, ou quoi que non. ce soit, quoi? Lui me Il y a dit plus de qu'il place pour ça? m'aime. Non, il y a plus de place pour ça. Il y a des fois où, tu un peu plus douce, donc tu as envie de le prendre dans tes bras et puis en fait, comme je dis, c'était un deuil et j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir du tout, en fait. J'ai Mmh. jamais eu le temps de lui dire ce que je pensais, ni que je l'aimais, ni que je pouvais dire à la personne que j'avais devant moi que je l'aimais, mais elle voit C'était pas pas, la elle voit personne que tu que avais dalle. connue, quoi. Ouais, Mmh. exact. Et même dans son désespoir, il y avait des moments où il pleurait et où il me suppliait de l'aider à sortir de ce corps et de cet état et puis après 2 secondes après, il revenait dans sa drogue et c'était fini, quoi. Mmh. On a fait une thérapie de couple, c'est lui qui l'a OK. demandé. Moi, j'étais contre, mais ma psy m'a fait savoir que les thérapies de couple, c'est pas pour rester avec quelqu'un, mais c'est pour préparer l'autre à accepter, ce qui se passe et ça a Mmh. été extrêmement, intéressant, ça m'a beaucoup aidée. Dans le sens où déjà le thérapeute de couple a bien vu que c'était mon truc d'aider les gens et de chercher la merde. Mmh. Tu penses que là, elle préparait qui à la rupture? Elle préparait, mon ex. Parce OK. que moi j'étais très claire. Le jour où j'ai Toi, su, c'était fini déjà, ouais, le jour où le jour où je l'ai vu, partir en truc, je me suis dit: «Je peux pas l'aider, je peux pas rester avec lui, on peut rien faire ensemble, on peut rien construire ensemble». Je l'aide, c'est-à-dire, psychologiquement, mais moi je suis out et je cherche un appart. Donc dès Mmh. que le confinement s'est levé, j'ai trouvé un appart, en 2 semaines. Donc ça, c'était OK, cool ouais. et puis, bien évidemment, ça m'a fait hyper mal au cœur de partir. Ah oui, et j'étais obligée de le laisser dans notre appart à nous, parce qu'on n'a pas trouvé de gens pour reprendre le bail et heureusement qu'on a signé qu'un bail de 1 an. Ouais. Du coup, j'ai payé le loyer jusqu'à la fin, Putain. et je lui ai laissé l'appart. Je peux vous dire que tous les jours, j'allais checker l'appart, tous les jours, il y avait encore plus de drogue et de conneries dans la maison et j'avais peur qu'il y ait juste que la maison, elle soit déchiquetée, quoi. Et bien sûr, le jour où je pars, c'est le jour où c'est pire pour lui, en fait. Bien sûr. Il a plus besoin de se contrôler du tout. Et donc le thérapeute m'a dit quelque chose de très intéressant où il m'a dit: «Bah, en fait, en étant avec moi, il pensait qu'il pouvait se faire une nouvelle vie. Il avait aussi espoir de changer». Parce que moi, j'en ai voulu. Je lui ai dit: «Pourquoi tu m'as menti?» Et Mmh. lui, clairement, m'a dit: «C'est pas à toi que j'ai menti, c'est à moi». Enfin, Mmh. je pensais qu'en étant avec quelqu'un qui était pas du tout de mon monde, je pouvais m'en sortir et en fait, la pression a été encore plus enfin, j'ai réalisé à quel point je ne faisais pas du tout partie de ton monde. Mmh. Donc j'avais ju plus on avançait, plus j'avais envie de prendre, de la drogue, quoi. Mais est-ce que là, c'est quand même un peu te
presque te blâmer, tu vois, d'une certaine manière. C'est me blâmer, mais moi je l'ai pas vraiment pris comme ça. En tout cas, j'ai appris ma leçon. Ce qu'on pense qui est bon pour les gens, c'est pas forcément vrai. Et si on Mmh. pense que les gens veulent se faire aider, bah non, peut-être, mais peut-être pas. Mais ça doit venir d'eux-mêmes, quoi. Ouais, Tu peux exact. pas les sauver, quoi. Et le psy a dit, bah, c'est juste une manière très, open de dire les choses, quoi. Et je pense qu'il m'en a jamais voulu. Il m'a toujours remercié. Il a toujours dit que c'était la meilleure période de sa vie. Et c'est vrai que là, il est tombé, bien, 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 bien bas. Alors qu'avant, son ex, ils fumaient un peu ensemble OK. et ils vivaient une vie normale, quoi. Et donc voilà. Son ex avec qui il a fait 13 ans. Maintenant, toi, tu te sépares de lui, mais vous travaillez toujours ensemble? Alors non, il a perdu son travail et maintenant il est SDF. Waouh, putain. Ouais. Donc en fait, déjà quand on était ensemble et j'étais encore dans l'appartement, il a perdu son travail donc il avait plus d'aide, plus rien. Ensuite, au fur et à mesure, il a arrêté, d'aller à la clinique et il s'est vraiment laissé aller et puis, quand, il a dû quitter l'appartement, après, 6 mois, ben, il a pas trouvé d'autre appartement parce qu'il avait pas de salaire. Mmh. Et puis il a eu de plus en plus de dettes, mais des dettes, énormes, énormes, Mmh. énormes et j'en parle même pas du nombre de fois où je pensais que je l'aidais, mais en fait, bien évidemment, c'est pas vrai, Mmh. n'est-ce pas? Enfin, on paye pour les drogues, quoi et je l'ai seulement su parce que sa mère m'a dit: «Ah, il m'a dit qu'il avait perdu son téléphone», sauf qu'il a perdu son téléphone 4 fois dans le mois Ouais. et c'est là que j'ai su que c'était pas normal, et en fait, avec toutes ces dettes et le fait qu'il veuille pas aller au social et le fait qu'il ait plus de boulot, ben, il s'est retrouvé, À la rue. SDF. Ouais, à la rue. C'est, horrible. Oui, oui, oui. C'est vraiment Et horrible. Ici à Dublin, on a, beaucoup de problèmes d'héroïne aussi, d'héroïne, de crack et tout ça et il y a des genres d'immeubles qui sont en fait, des cages à toxicos, quoi, ouais, où, ils sont tous là et ils viennent tous se fournir, il y a un immeuble où au milieu de la cour, il y a des containers mmh, où, il y a des assistances, médicales et cetera, où ils viennent chercher justement des médocs ou des trucs comme mmh, ça. Mais, moi j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de gens, c'est en train de changer, mais il y a beaucoup de personnes, qui se droguent et c'est beaucoup des très jeunes. ouais, C'est beaucoup des jeunes, enfin des 20 ans, 30 ans, mmh, 35 ans et ils sont clairement, des fois, ben, je sais pas, tu passes, ils sont tellement déphasés, ouais, ouais. ils Ils tu passes, soit ils dorment sur, des escaliers, mmh, enfin ils sont, bah, complètement inoffensifs, hein, parce qu'ils sont, exact. extrêmement, ils peuvent rien faire parce que souvent les gens qui habitent pas ici, ils me disent: «Mais, ça te fait pas peur et tout?» Non, bah, non, ça me fait pas Non, peur, mais ils font rien. ça me fait de la peine, quoi. Ouais, Tu ouais, vois? ouais. Enfin, je veux dire, il y en a un qui me fait chier, je le pousse, il meurt, je pense, tu Ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Tellement ils sont faibles et tu les vois et c'est vraiment des jeunes. Alors il y a pas les je crois qu'il y a pas les aides ici qu'on peut trouver dans d'autres pays, peut-être comme la Suisse ou la La France, Suisse sont les plus avancés, sur, l'héroïne et tout ça. C'est vraiment en termes de médicaments et en termes de suivi, c'est les plus avancés. ouais, donc ici, à mon avis, il y a pas grand-chose, quoi et il y a par contre, bah, il y a des seringues partout, quoi. Ils Ici, se c'est bah, à Genève, il y a le, comment ça s'appelle? À côté de la gare, il y a le Ouais, Quai Neuf. ouais, Donc où tu peux aller chercher, exact. mais quand tu vas là-bas, tu vas chercher non, tu vas t'injecter directement sur place ou tu vas chercher Oui, juste oui, des oui. seringues? Tu es Tu injectes obligé de direct venir avec, ta déjà, tu peux pas dealer à l'intérieur, donc tu viens avec ta propre cam mmh. et puis après tu t'injectes, et tu fais ça proprement. Ouais, ben, malheureusement, quand on entend des histoires, comme la tienne, j'avais aussi entendu un épisode de Transfert, qui est aussi un podcast, où les gens racontent, des histoires, de vie et il y avait justement un homme qui racontait qu'il était tombé, là-dedans, dans Mmh. le dos de sa femme et que c'était, un cercle vicieux, sans pouvoir Ouais. s'en sortir. Quand tu entends ces gens raconter leur histoire, ben,
c'est pas seulement triste, quoi. C'est un désespoir, voilà, mais Ouais, ouais. il y a des dommages collatéraux, dont tu fais partie. Bah, ça, franchement, c'est, en fait, une fois que tu vis ça, je pense que par rapport à l'autre personne, tu te dis: «Bah, il y a vraiment plus rien de très important et très grave dans la vie». En fait, c'est juste hallucinant de voir quelqu'un perdre autant en si peu de temps, vraiment en si Mmh peu de temps. De savoir que c'était mon collègue, c'était, potentiellement, mon futur mari, qui se retrouve, SDF, dans la rue. mh. De comprendre sa mère aussi. Au début, je la Mmh mh. comprenais pas du tout et maintenant franchement, pendant tout le truc, j'en ai parlé à mes amis, j'ai été très ouverte et ils ont tous des mots doux à dire et cetera, mais la seule personne qui m'a vraiment compris, c'était sa mère, qui elle m'a dit chaque jour de me protéger, en fait, et ça, Mmh. j'ai trouvé ça, hallucinant. À la base, je me suis dit: «Mais pourquoi elle prend autant de distance de son fils et tout?» Et puis tu réalises aussi que le système, il y a un moment, il a fait une overdose, juste avant, l'état des lieux de sortie Ouf. et je l'ai amené, au à la clinique. J'ai appelé la clinique, je leur ai dit: «Je dois vous le laisser devant et tout», et en fait, même eux, ils ont pas le droit de le prendre dans la clinique parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a pris comme drogue. Donc en Ah, fait, ils l'ont laissé dehors. juste à Ouais, garder un œil sur lui pour pas qu'il meure, quoi. ouais, et après quand il s'est réveillé, il m'a appelé, il m'a dit: «Pourquoi tu m'as amené là-bas?» Et c'est là où tu te dis, ben, tu tout ton possible de enfin, c'est hallucinant de voir un humain, c'est tellement de souffrance. Pour que Mmh mh. quelqu'un arrive à ce niveau-là, c'est qu'il doit souffrir, énormément et tu pourras jamais rattraper ça, et il y a toujours espoir qu'il s'en sorte, hein. Enfin, il avait un boulot et cetera, mais la souffrance que quelqu'un a comme ça, tu peux pas la prendre C'est pas un pour truc qui se c'est pas quelque chose sur lequel tu peux rattraper le temps perdu, quoi. ouais, et hem C'est parti, tes années, ta santé, ton bonheur, tout ça, c'est parti et ouais, tu peux pas le récupérer ailleurs, quoi. exact, et il y a C'est pas comme de dire, que «Je prends 20 kilogrammes, bah, je perds 20 kilogrammes». ouais, non, il y a pas Non, il y a non, pas de tu perdu ton étincelle, quoi ouais. et tu lui parles encore ou plus du tout? Non, alors au début, je lui parlais parce que j'avais tellement peur qu'il meure, en fait. C'est une Mmh. peur, incroyable où chaque moment de ta vie, tu respires et tu dis, «Il y a quelqu'un qui va mourir», Mmh et mh. c'est vraiment particulier comme sentiment, et au fond de toi, tu as forcément envie de le supplier d'arrêter. Bon, Mmh mh. j'ai compris vite fait que ça allait pas se passer, donc j'ai arrêté de mais à un moment, je lui parlais encore, et puis les gens, chez qui il habitait, ils m'envoyaient des messages, pour me dire qu'il allait bien. Mmh mh. Jusqu'au jour où, il y a une fille qu'il a rencontrée aussi au centre, hein, qui est avec lui et qui vit, je crois dans un squat ou chose comme ça, qui m'a écrit et qui m'a dit, «Tu as eu beaucoup de chance de le rencontrer alors qu'il allait bien, parce que ça se voit que c'est une personne douce, même moi je dois prendre mes distances, que je trouve qu'il m'amène vers le fond, donc je suis désolée, je Tu peux peux pas plus garder l'aider. contact avec lui». Je me dis, si même des gens qui sont dans une addiction, donc qui le comprennent encore, plus que moi, hein, Mmh mh. et qui sont aussi, dans un état très précaire, ne peut pas rester, avec lui ou Mmh mh. l'aider, Mmh c'est mh. que enfin vraiment il y a personne, et donc j'ai demandé à mes amis de jamais me dire, s'ils le voyaient dans la rue, Mmh mh. sauf s'il se fait arrêter ou s'ils le voient, tomber et cetera. Mmh mh. J'ai gardé contact un peu avec sa mère, et à un moment donné, j'étais son numéro d'urgence, donc du coup, toutes les cliniques m'appelaient, comme quoi il devait se faire opérer parce qu'il y a eu un accident et après il a eu une infection, et Mmh. c'était hyper dur d'appeler tout le monde et de dire: «C'est pas moi le numéro». Ouais. Et sa mère, quand elle le cherchait aussi, elle m'a appelée, et puis à un moment donné, je lui ai dit: «Écoutez, j'ai juste plus envie d'avoir de ses nouvelles», et parce que ma plus grosse peur, c'est que de recevoir un texto et qu'on me dise qu'il est plus là, quoi. Mmh mh. Mmh mh. Donc je préfère ne pas savoir du tout. Après, c'est ça a mis beaucoup de temps avant d'arrêter de paniquer un peu. Mmh mh. Mais je l'ai vu en décembre parce qu'il m'a demandé, de lui rendre sa planche, de snowboard. Mmh mh. Hem et donc je l'ai vu, et en fait, même dans son état où il est encore plus maigre, plus, ouais, vraiment, où il me dit, j'ai trouvé un centre pour dormir, mais je suis habituée à dormir par terre, du coup, j'arrive pas à dormir sur un lit. Mmh.
Il m'a l'air, plutôt, OK avec son état, quoi. Ouais. Enfin, je peux pas dire heureux, mais il accepte. Ils sont contentes, quoi. Ouais. Mais toi, maintenant, du coup, ça fait combien de temps exactement que voilà, tu as déménagé puis que vous êtes vraiment plus ensemble? Ça fait combien de temps que tu as déménagé d'abord? J'ai déménagé en avril 2020. OK. Je suis Ouais. partie, ouais, avril 2020. Et quand est-ce que tu as plus de contact, avec, lui? Quand est-ce que tu as décidé de couper les contacts? La dernière fois que tu l'as vu, c'était ce Noël-là? Ouais, ce décembre, le dernier décembre là, Ouais. 2021. Mais avant ça, je lui parlais, peut-être une fois tous les 3 4 mois, quoi. OK. Et du coup, ta santé mentale à toi, c'est comment? Ça va être horrible à dire, hein. Ouais. Mais, je le remercierai jamais, jamais, jamais assez, pour ce Elle qu'on a vécu parce que en fait, les gens, vraiment ce que je là, je vais bien, mieux. mmh Même mh. ma petite, elle m'a dit, «Plus besoin d'en discuter» et je suis extrêmement, reconnaissante, de la vie qu'on a, en fait. Parce que de se réveiller et de pas devoir s'inquiéter que quelqu'un va mourir à côté de nous, c'est Mmh une liberté, extrême, extrême, Mmh extrême et normalement dans la vie toujours quand tu te réveilles, ça te fait chier d'aller au boulot, ça te fait chier de faire ça et tout machin Mmh et là de te réveiller et de dire: «Ben, J'ai la chance quoi de ouais, personne va je mourir». vais bien, personne va mourir, j'ai pas ces Ouais problèmes et et donc tu as c'est tu en as tiré le positif quoi, d'une certaine manière. ouais et de voir, vraiment de voir, autant de peine et de désarroi, intense, en une personne, franchement, il y a pas grand chose qui a d'importance, vraiment Mmh. pas. C'est Mais vraiment le c'est désarroi. il y a pas, tout le monde, bon je pense qu'on te le dit tout le temps, mais il y a pas tout le monde, qui a, parce que j'ai l'impression quand je t'écoute que tu as été en mode, survie. Parce Ah ouais, que survie pour lui, survie pour toi, survie ouais, ouais. pour, voilà, essayer de le sauver et cetera. Donc tu as mis de côté pendant tout ce temps toi-même Mmh. et il y a beaucoup de gens qui sont peut-être capables de faire ça par amour, mais qui ensuite arrivent pas à décrocher, arrivent pas à tu vois, à s'extirper en fait, Mmh de mh. cette situation et pour qui ça peut engendrer peut-être une dépression, voilà, la peur des autres, la peur de rencontrer quelqu'un. Est-ce que maintenant, genre, tu es avec quelqu'un en ce moment? Ouais, je suis avec quelqu'un complètement différent. Mmh. Alors Mais oui, j'ai toujours des traumas ou bon, bah, ça, forcément, confiance et tout machin, mais non, c'est vrai que j'ai vécu en apnée, ça c'est clair et net. mmh, Enfin, je pensais que j'allais à chaque moment de ma vie, je pensais que j'allais mourir aussi, et je disais à mes amis, «Bonjour, je me suis réveillée dans l'épisode 4 de la saison 5 d'un documentaire sur la drogue de Netflix, je ne sais pas où je suis». mmh Hem et ouais, j'étais vraiment à l'ouest, mais en fait, la personne souffre tellement que mmh, ta souffrance à côté, enfin, ça te semble tellement débile mmh et quand les gens ils font: «Oui, est-ce que tu as pardonné?» C'est ce que je dis à tout le monde, enfin, vous voulez que je pardonne quoi? mmh. Et la personne est en telle souffrance qu'il t c'est même il te fait même pas ça pour, te faire Pour te chier, faire en du fait. mal, ouais. Mais non, bien sûr que non Mmh, et je disais aussi que c'était beaucoup plus simple pour moi de finir la relation par exemple, si quelqu'un te trompe, mmh heu, tu dois quand même, faire face à quelqu'un qui a une espèce de conscience et qui a décidé mmh de te faire du mal. mmh Quand quelqu'un, est un addict, t t c'est pas qu'il est pas responsable de ses actes, bien sûr qu'il l'est, mais tu peux pas raisonner avec lui, donc au bout d'un moment, tu perds même l'envie de raisonner. mmh mmh. Ouais et tu sais bien que toi, tu rien à voir avec, sa situation Ouais, et et que tu l'as pas poussé, là-dedans ou quoi. Alors que peut-être quand tu es avec quelqu'un, la personne te trompe, il y a tout ce questionnement de: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas ouais. fait? Pourquoi?» Mmh mh. Mais ouais, en Là, tout cas, c'est c'est juste trop très choquant. courageux et j'ai l'impression que, c'est c'est pas si hors du commun, tu vois? Peut-être la manière dont toi tu as géré les choses et là où tu en es maintenant, probablement que ça vient aussi
tu dis que tu viens d'un background assez strict, mais c'est du coup aussi une discipline peut-être que tu as envers toi-même, Mmh. et cetera. Donc ça t'a peut-être donné aussi des outils pour, heu, avoir un peu de recul sur la situation, et cetera. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même certainement beaucoup de gens qui vivent quelque chose comme ça, de similaire, avec des gens qui sont, addicts ou qui ont des troubles, mentaux, des choses avec lesquelles, ils dealent personnellement avec eux-mêmes et il y a quelqu'un à côté qui est là, spectateur de la Mmh. détresse, des autres et je pense qu'il y a peut-être, une grande part de honte pour beaucoup de gens Ouais, parce que finalement, quand il y a beaucoup de gens qui se droguent. C'est ouais. pas, quand on entend, ce que tu dis de cet homme, c'était pas un chien de la casse, quoi, tu vois? Non. Ouais, ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui se droguent, il y a beaucoup de gens qui vivent, qui passent au travers de moments, difficiles et il y a des victimes, en fait, indirectes de ça. J'espère que, j'espère que pour les auditeurs et auditrices, qui vont, entendre cet épisode, s'il y en a qui se reconnaissent, qu'ils essaieront de chercher un peu de soutien, quoi. Parce que je pense que Ouais. d'être seul, c'est aussi dur. D'être, Oui, bah, alors, la première chose que j'ai faite quand j'ai réalisé, que donc ils prenaient de la drogue, j'ai googlé des gens, qui vivaient comme moi. Mais à ouais. chaque fois que tu googles, c'est le seul sujet que tu trouves, c'est: «Est-ce que je reste ou je pars?» Je suis Mmh. là genre: «Mais en fait, c'est pas la question que je me pose. La question que je me pose, c'est, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation?» Après, il y a pas de réponse, hein. Mais Mais pour et c'est lui, quoi. aussi ouais et puis c'est aussi de juste avoir de savoir que quelqu'un d'autre vit à peu près la même chose et comme, et pourquoi je parlais de mon background, c'est que je viens pas du tout de ce monde-là, donc ça peut vraiment arriver à tout le monde, Bien sûr, ouais. à enfin, à tout niveau social, à tout, tout, tout. C'est pas juste, des gens qui sont drogués, qui traînent entre eux, ça a rien Mmh. à voir Mmh. et si je partage, c'est vraiment, aussi s'il y a des gens qui veulent m'écrire et cetera pour discuter ou juste pour poser des questions parce que peut-être que enfin, à Mmh. qui est-ce qu'on peut les seuls groupes à qui tu pouvais poser vraiment des questions, c'était si tu te ramenais à une clinique et tu étais là genre: «Bonjour, Ouais. j'ai des questions» et tu as l'air trop débile parce que tu as jamais mis les pieds dans une clinique d'addictologie, tu sais pas quoi faire. Sinon tu Mmh. appelles les numéros, que tu vois sur la TPG là, pareil, Mmh. enfin, qu'est-ce que enfin, on Ouais, te c'est des gens qui entendent, les mêmes histoires, tout le ouais, temps, ouais. ils ont un schéma déjà fait. Ben, voilà, Mmh. si cette personne, elle est prête à, tenter Mmh. de se sevrer, il faut qu'elle commence un programme, sinon il Ouais. faut aller voir un assistant social, XY, Mmh. processus. Mais quand c'est fait pour les consommateurs, en fait, plus que Exact, pour les exact proches. et pas j'ai eu des amis, incroyables et même, enfin tout le monde a été incroyable avec moi. Hem, mais c'est vrai que je voulais vraiment parler à quelqu'un qui avait, vécu la situation de près ou de loin, mais un minimum et j'ai pas trouvé, enfin si, j'ai trouvé une dame sur Instagram, qui est devenue illustratrice pour enfants, Ah! avec qui j'ai parlé, mais j'ai mis 4 jours avant à la trouver. J'étais comme une folle, sur internet là Mmh. et du coup pour moi et même maintenant quand j'essaie d'aider des gens, pas aider parce que j'ai des choses à faire avec eux, mais juste pour en parler, je trouve personne. Mmh. Il faut passer vraiment par tous les organismes possibles, alors que j'en suis sûre qu'il y a des gens qui sont hyper tristes et en train de paniquer, quoi. Clairement, clairement. Bah, en tout cas, c'est, j'ai envie de dire, honorable, même si tu prends, certainement pas ça comme ça, mais de d'en parler déjà, de remettre un peu un contexte en disant que ça peut arriver à n'importe qui, Mmh. en te rendant disponible aussi pour, d'autres personnes qui peuvent, vivre ça parce que moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai fréquenté une fois, quelqu'un qui a des problèmes, d'alcool. Mmh. C'était déjà assez, compliqué de voir, quelqu'un, qui, boit à la place de prendre un café le matin. Ouais. Mais, mais c'était pas, une relation si sérieuse. J'avais, une sortie, un échappatoire, si je le voulais, quoi. Je me suis jamais retrouvée à vivre avec quelqu'un sous le même toit ou à avoir des projets, et en fait, on peut que s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler et on peut que se dire: j'ai des goûts de merde, mais quand même pas à ce point, tu vois? Ouais, ouais. Je sais que mes traumas, ils sont là et puis ils me poussent un peu dans les bras des mauvaises personnes, mais pas à ce point-là, quoi. Mmh. Et en fait, effectivement, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, merci infiniment, d'avoir partagé, cette histoire avec nous.
Est-ce qu'il y a Merci quelque chose pour que ton temps. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Faites confiance à la vie. Elle est vraiment chouette de temps en temps. Elle est vraiment chouette en vrai. Et quand on prend conscience de ce qu'on a, de ce qu'on a de bien autour de nous, ça c'est vrai. Sur quoi est-ce que les gens peuvent te contacter sur Instagram? Donc on va partager ton Instagram. Est-ce que tu peux juste Ouais, le donner oralement et on le mettra dans la description? c'est Kaya Chronicles Geneva. C'est un peu long. Mhm. Je pense que ça sera mieux à l'écrit, mais ils Ça peuvent me sera bien. contacter vraiment pour tout, s'ils ont des questions, n'importe. Vraiment le but c'est juste, que les gens se sentent pas seuls, quoi. C'était vraiment Mhm. particulier comme sentiment. J'imagine. En tout cas, merci quoi. C'est un peu jeter une bouteille à la mer, mais généralement ça fait toujours. Il y a toujours quelqu'un qu'on finit par aider quand on a un geste de bienveillance comme ça. Pour tous les auditeurs et auditrices de Kiss, merci infiniment d'être toujours parmi nous en train de nous écouter. Merci pour vos messages. Suivez-nous sur Instagram, @Kiss le podcast. Écrivez-nous. Manifestez-vous si vous voulez participer à l'émission. Si vous avez envie de participer à une émission un peu fun, participer avec Sandro, Luca, Tamara, de temps en temps avec moi. Si vous avez une histoire plus longue et personnelle, n'hésitez pas aussi à me contacter @Céleste Sarah. Et je vous dis à toutes et à tous, à bientôt. Merci beaucoup, Kaya. Merci. Kiss.